Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau des experts. Programme au scanner. Ablassé Ouedraogo, économiste, ancien chef de la diplomatie burkinabé, candidat à la présidentielle de 2020. C'est son offre politique qui intéresse les experts ce soir. Bonsoir donc et encore une fois, bienvenue à tous. Fiscalité, foncier, sécurité, gouvernance, on en parle avec Tidiane Kaboré, fiscaliste, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Mahmoudou Savadogo pour la sécurité, bonsoir. Bonsoir. Basile Darga pour les questions foncières, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et Seka Koulibaly pour les questions de gouvernance. Bonsoir à tous. On commence par la fiscalité avec Tidiane Kaboré, Ablassé Ouedraogo. Économiste, on suppose que ce sont des questions qui l'intéressent forcément, la fiscalité. Qu'est-ce qu'il nous dit sur sa politique fiscale, sur la mobilisation des ressources? Alors, je ne sais pas par où commencer, parce que là, docteur Ablassé Ouedraogo n'a pas été du tout abondant en matière fiscale. Pour l'économiste qu'il est Pour l'économiste qu'il est, il faut m'ajouter, en tant qu'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, je m'attendais à voir plus les aspects de fiscalité internationale, les aspects de fiscalité des portes liés à l'Organisation mondiale des douanes plus développés dans son programme. Mais je n'ai pas pu apercevoir ne serait-ce qu'un seul point lié à la fiscalité des portes. Ça, c'est d'un. Pour un économiste, on s'attendait à ce que le document ait un coût de financement, qu'il y ait effectivement des hypothèses en termes d'économie, qu'il y ait un diagnostic profond de l'économie, y compris les aspects des finances publiques. Mais le document ne contient pas de diagnostic à proprement dit. Et aussi, au niveau des mesures qu'il compte prendre, je vois qu'il a été, en tout cas, moins attentionné sur les questions de fiscalité. Mais bon, on arrive à identifier quelques éléments qui partent se noyer en fait, dans des grands ensembles, qu'on pourrait juste extirper pour pouvoir voilà, justement, alimenter le débat. Sinon, j'avoue que je reste toujours sur ma soif quand je lis en fait, le document. Quand vous voyez le président Ablassé Ouedraogo dire « Nous allons développer le secteur minier ». Ça, c'est un point qui se trouve en fait dans sa rubrique « Comment relancer l'économie burkinabé ». Bon, sans autre détail, le développement du secteur minier, ça vient comme ça dans le document. La fiscalité minière, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. La fiscalité minière, il n'en fait pas un point. Au-delà de ça, quand on regarde, on a quel autre point? Je m'engage à reposer l'État sur des collectivités locales très fortes. C'est-à-dire qu'il veut rendre les collectivités locales très fortes, mais il ne fait pas cas, par exemple, de la mobilisation, ce qui concerne en fait les finances locales, je veux dire. Il ne pie pas mot là-dessus. Il dit tout simplement, je vais rendre les collectivités locales fortes si je suis élu. Donc vous voyez bien que, bon, je ne sais pas comment on compte convaincre un électeur avec ces genres de grandes lignes qui viennent comme ça. Voilà, donc c'est comme si il se parlait à lui-même, m'excusez l'expression. Mais plus loin, il mentionne le secteur informel bénéficiera d'une attention particulière. En faisant quoi? On fait quoi? Le secteur informel, vous voyez, les acteurs du secteur informel, naturellement, en voyant ce programme, s'attendent au moins à ce qu'on leur offre quelque chose qui puisse quand même les attirer vers ce parti. Mais là, le candidat Ablassé Ouedraogo se contente juste de mentionner que le secteur informel bénéficiera d'une attention particulière. Et ça se limite à là. Au-delà de ça, il évoque le cas de la digitalisation au niveau de l'administration qui va rendre en fait le secteur privé plus fort. Voici à peu près l'expression qui ressort. Donc, il en fait effectivement la digitalisation, un de ces points dans le document. Mais ça aussi, il n'y a pas de détails. Peut-être qu'il faut revenir un peu aussi au titre du document, puisqu'il parle d'une profession de foi. Je pense que c'est le titre du document déjà
on dit tout, puisqu'à la fin, c'est comme une sorte très synthétique. Voilà, très synthétique avec sa signature. Même si à la conclusion, il a dit qu'il a travaillé avec son équipe de campagne. Mais quand même, bon, voilà, on constate que le document n'est pas totalement bien fourni. On espère bien que d'ici là, il va nous produire certainement un document plus détaillé et plus élaboré. Sinon, ce que nous voyons, franchement, je m'attendais à avoir un document plus élaboré venant du docteur Ablassé Ouedraogo pour ce qu'il a occupé au plan international. Je vous faisais tantôt cas de l'Organisation mondiale du commerce. Il a occupé des postes au niveau de la Banque africaine de développement. Je m'attendais effectivement à ce qu'il fasse cas effectivement de la mobilisation qu'il pourrait effectivement capter auprès de ces grandes institutions bancaires. Ce sont des éléments qu'il faut effectivement, qu'il pouvait effectivement aussi mettre en relief dans son document, mais cela ne ressort pas. Voilà. Nulle part, il ne fait même ressortir qu'il compte mobiliser en fait de façon endogène les ressources. D'autant plus que bon, voilà, il ne quantifie pas, il ne dit pas combien il a besoin pour financer. On n'a pas une idée de son budget. Rien ne sort. Il n'a pas fait cas du budget. On n'a pas une idée de ce qu'il compte investir. Ce qu'il compte investir, non, public. En termes d'investissement public, il n'y en a pas. Donc, je pense que certainement que ça va venir. Je pense que ça, peut-être c'est un draft qu'il a dû transmettre à la presse. Mais les électeurs veulent des détails. On parlait tout à l'heure du secteur informel. Peut-être qu'il se dit qu'il a le temps. Tout le monde en parle, mais effectivement, comment on enseigne ce secteur pour augmenter l'assiette fiscale, etc. Tout à fait. Mais malheureusement, le docteur n'en parle pas. Peut-être qu'il est un peu dans le style que Siaka évoquait tantôt pour dire qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui, au plan international, préfèrent des styles synthétiques. Mais au-delà de ces styles où ils présentent les grandes lignes, il y a un document bien élaboré qu'ils remettent à la presse. Mais ça, on l'a pas. À ce que je sache, au niveau de la presse, c'est le même document que nous sommes que vous voilà. C'est le même document. Bon, on espère bien que pas de document détaillé. Le docteur nous suit. Peut-être d'ici le 22 novembre, on aura certainement le document plus élaboré pour pouvoir effectivement aussi comprendre davantage son programme. Sinon, j'avoue que ce document est très pauvre pour ce qui concerne en fait la fiscalité. Et les éléments qui y sont, je ne crois pas que ça puisse permettre au docteur, si il est élu au soir du 22 novembre, de pouvoir mettre en fait en place une politique fiscale. À moins peut-être qu'il va mobiliser ses cadres à partir du 22 novembre pour que la conception de la politique fiscale puisse être effectivement présentée au Burkinabé. Et il vous reste quand même le secteur informel en termes de soutien, etc. Mais je voudrais qu'on s'intéresse un peu à ce secteur. Le secteur informel, on sait que c'est quand même des niches. En termes de fiscalité, la question c'est l'organisation, qu'est-ce qu'on en fait? Tout le monde en parle, mais on a l'impression que personne n'a le courage nécessaire pour affronter ce secteur-là, l'organiser pour justement permettre d'accroître l'assiette fiscale et mobiliser les ressources. En réalité, comme vous le dites, dans d'autres programmes, certains ont dit clairement que le secteur informel, il faut d'abord recenser tous les acteurs, les immatriculer. Je crois qu'il y a 3 programmes au moins où ça ressort qu'il faut. Dans le quinquennat, déjà, le PNDS. Tout à fait, avait mis. D'ailleurs, ils ont même revu effectivement la fiscalisation du secteur informel, puisqu'il y a un document de fiscalisation du secteur informel qui a été élaboré sous l'actuelle gouvernance. Donc, ça y va jusqu'à la simplification de l'imposition et de ce qui s'ensuit. C'est pour cela que je dis que l'actuelle gouvernance, en fait, a un document qu'ils n'ont pas pu effectivement mettre en valeur. Sinon, ce document a été adopté. Voilà, et même dans la loi des finances gestion 2021, justement, un volet qui va dans le sens de la simplification de l'imposition du secteur informel. Et n'oubliez pas qu'avec même la Covid, cette année, le secteur informel a été exonéré, en fait, d'impôts. Voilà, donc ça dit que ils ont matière en fait à présenter au secteur informel. Donc c'est pour cela que je dis que les autres programmes aussi, quand vous regardez par exemple, on a étudié le programme de M. Edi Komboyego, on a étudié le programme de du procès Soma, dans lequel et même le programme de Tahirou Bari, ces 3 par exemple demandent à ce que les contribuables du secteur informel soient immatriculés.
C'est-à-dire au moins, quand on arrive au moins à immatriculer les contribuables, c'est que déjà, on arrive à identifier au moins ceux qui doivent contribuer. Voilà. Mais quand, par exemple, dans le document du docteur Ablassé Ouedraogo, il ressort seulement que je vais accorder une attention particulière au secteur informel. C'est comme si quelqu'un vous dit tout de suite que, bon, écoutez, au moins, je vais accorder une attention particulière, en tout cas, à votre maison de presse. Ça veut dire quoi? C'est quoi vous me donnez? C'est très vague. Sur fond, voilà, c'est très vague. Et venant d'un professeur, c'est comme je l'ai dit, je m'attendais à ce que le document du docteur Ablassé Ouedraogo soit le document où il y a plus de données chiffrées, quantifiées, c'est comme je vous le disais. En fait, que ce soit des données internationales, que ce soit des données au plan national. Surtout pour un économiste. Voilà, surtout pour un économiste. Je pense qu'on s'attendait en fait à avoir un document de programme politique, mais pas un document de profession de foi. Parce que là, je crois que... je suppose qu'il ne parle même pas de l'UTS, par exemple. Ah, l'UTS, non, ça, il n'en parle pas. Ça, le professeur, le docteur Ablassé Ouedraogo ne fait pas cas de l'UTS dans son document. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est comme je l'ai dit, moi, je pense plus à l'introduction. Quand je regarde en fait ce qu'on a sous la main, je pense que c'est peut-être l'introduction de son programme qu'il nous a transmis, en attendant qu'on ait le corps du document. Peut-être qu'il garde ça pour, voilà, peut-être qu'il garde ça au cas où il est. Voilà, pour qu'on ne vole pas ses idées. Comme Laurent Badouem le dit, bon, voilà, on a volé mes idées. Peut-être que le docteur ne voudrait pas qu'on vole ses idées. Donc, il nous a envoyé certainement l'introduction de son document, son programme, en attendant peut-être le corps, peut-être qu'il va venir avant le 22. D'accord. Voilà. Sinon, ce qu'il y a, je pense qu'on n'est même pas en mesure d'analyser. Voilà, plus forte raison de dire qu'il y a des informations qui puissent permettre au docteur, au soir du 22, de pouvoir asseoir une politique fiscale. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, en analysant en fait ce document qui a été soumis à notre appréciation. Pas grand-chose à mettre donc sous la dent pour ce qui est question de fiscalité, de mobilisation des ressources. Tout à fait. Voilà. On va parler donc de foncier, Basile Darga. À ce niveau, Ablassé a peut-être quelque chose de substantiel? Merci beaucoup, M. Djebré. Alors, j'ai parcouru le document du docteur Ablassé Ouedraogo, Le Faso Autrement. Et comme mon collègue Tidiane, j'avoue que je ne me retrouvais pas parce que je me demandais si c'est bien un programme présidentiel ou c'est un document rédigé juste pour faire plaisir à BF1 parce qu'on va examiner son programme. Le docteur Ablassé qui a une fine connaissance de l'État, qui a une fine connaissance des questions politiques du Burkina, j'attendais de lui mieux que ça. Alors, pour revenir à son document, quand vous regardez son document, il a construit essentiellement son discours sur la réconciliation nationale. Bon, ça c'est très bien. Tout le monde sait aujourd'hui que la réconciliation nationale est indispensable pour les Burkinabés. Les Burkinabés ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes pour travailler main dans la main dans une société où il y a la paix, la sécurité, la tolérance. Voilà. Donc, construire son discours sur la réconciliation nationale, je suis totalement d'accord et je trouve que c'est très bien. Mais de la manière dont il a élaboré et le document qu'il nous a fourni pour quelqu'un qui est candidat à la présidence, je trouve que soit l'exercice l'ennuie, ou alors il n'a pas le temps, ou ça l'ennuie, il ne veut pas y accorder une attention particulière. Bon, ceci dit, mon analyse là-dessus, je pense, de mon point de vue, que Dr Ablassé, même s'il n'a pas envie de donner un programme qui va être consulté au motif ou au prétexte qu'on pourrait peut-être glaner ses idées, sur la question de la réconciliation nationale, je pense qu'il y a des questions d'ordre général qui sont des questions qui contribuent à la réconciliation nationale. Dans un précédent programme, mon collègue Savadogo l'avait dit, résoudre la question foncière, résoudre les crises foncières contribue à la paix. Voilà, ça contribue à la stabilité, ça contribue à la réconciliation des gens dans les villages. Lorsque vous avez en milieu urbain des gens qui marchent régulièrement, des contestations populaires dans les zones non loties, il est évident que ça met à l'épreuve le bon vivre ensemble que lui, il prône dans son programme. Lorsque vous avez dans les zones rurales la question des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui met à l'épreuve la production agricole, qui met à l'épreuve le travail des paysans, il est clair que ça touche au bon vivre ensemble et ça touche à la paix. Donc,
construire son programme sur la réconciliation nationale, j'estime qu'il y a des secteurs de crise, des secteurs pour lesquels il serait intéressant d'avoir un programme assez particulier pour que ça concourt tous à la réconciliation nationale. Et sur cette question, docteur Ablassé, il est totalement absent là-dessus. En termes de, comment on appelle, de mesures, je n'en ai pas trouvé une seule qui concerne la question foncière. Pourtant, je le dis, docteur Ablassé a participé à des gouvernements. Il sait et il connaît très bien l'importance de la question foncière, d'autant plus que dans son diagnostic sur l'état de la nation, sur la question économique, il revient sur la situation économique du Burkina. Donc, ignorer que 80% de la population active du Burkina travaille et vit dans l'agriculture, ignorer leurs ressources principales qui va permettre d'améliorer l'économie et le développement, je pense que c'est passer sous silence un point important. Là où quelque chose que j'ai trouvé, je dirais accidentellement, parce qu'après avoir parcouru le document, je ne retrouvais absolument rien, j'ai pu au moins noter qu'il a exprimé clairement qu'avoir un logement décent était aussi nécessaire pour le bon vivre ensemble. Et donc, il met la question de l'accès au logement comme un point important dans son programme. Et évidemment, pour pouvoir offrir des logements décents aux populations, la question de la maîtrise foncière se pose. Donc, il va falloir avoir de l'espace pour construire les logements. Il faut libérer de l'espace pour avoir les parcelles viabilisées afin que les gens puissent avoir accès et pouvoir construire. Donc, c'est la seule mesure que j'ai pu identifier dans son programme qui touche à la question foncière. Mais je dis et je le répète, je pense que le docteur peut faire mieux. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, ça au moins je suis sûr. C'est plutôt une question de ne pas accorder peut-être une attention à la question foncière, mais plus globalement... Peut-être, comme vous le dites, qu'il pense que ce ne sont pas les programmes qui vont faire élire le futur président. Oui, mais même si c'est le cas, ne serait-ce qu'avoir le programme pour sa propre gouvernance. Quand je suis élu, ça me fait une feuille de route sur la base duquel je peux travailler et sur lequel je peux même dire, mais j'avais quand même un programme sur la base duquel on pourrait m'évaluer. Donc voilà un peu ce que je peux dire du programme du docteur Ablassé Ouedraogo. On l'a justement vu cette semaine, on l'a vu sortir, aller à la rencontre. Il mène actuellement une campagne de proximité. Il va dans les zones non loties, il échange avec les populations. Et on sait que dans ces zones non loties, cette question foncière, elle est essentielle, elle est importante. Il y a des attentes fortes, justement. Oui, il y a des attentes fortes. Et je pense que les habitants des populations non loties vont lui rappeler justement, à travers les revendications et les problèmes qu'ils vont lui poser, qu'il devrait inscrire cette question dans son programme. Parce qu'il va vivre au quotidien, il va vivre en direct les préoccupations de plus de 30% à 40% de la population, par exemple pour le cas de Ouagadougou, qui vivent dans des zones où la question de l'accès au logement se pose, où la question des parcelles viabilisées ou non se pose. Et ils vont l'interpeller et il va se dire, tiens, pourquoi je n'ai pas mis ça dans mon programme? Je pense que ce sera une occasion de lui rappeler cet oubli dans son programme. Voilà. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, des populations ont même manifesté et déjà ils menaçaient de boycotter les élections si rien n'est fait sur ces questions foncières dans leur localité. Oui, absolument. Et même souvent, quand tu lis sur les réseaux sociaux, sur certains groupes, tu sens que les gens sont en colère. C'est vrai que ce n'est pas des indicateurs suffisants, les réseaux sociaux. Mais tu lis quelques réactions qui interpellent. Et dans des zones, des gens, effectivement, font de l'offre, de l'accès au logement, une question primordiale. Et je suis sûr, lorsqu'on passe aux consultations locales, par exemple sur la question de mairie, ce sont des sujets qui intéressent les populations. Et je sais qu'il y a des maires qui bâtissent leur programme sur les questions de lotissement, les questions d'accès au logement. Tout à fait. En soi, ce n'est pas mauvais. Maintenant, il faut maîtriser sa politique de logement, il faut maîtriser sa politique d'aménagement en foncier. Et Ablassé, je crois qu'il va l'apprendre sur le terrain et j'espère qu'au soir du 22 novembre, quand il va être élu, il se rappellera de ce que lui auront dit les électeurs quand il était en campagne de proximité et j'espère qu'il pourra prendre en compte dans sa politique quand il sera élu président. Ils sont encore nombreux, ces populations des zones non loties qui espèrent encore des lotissements. Est-ce encore possible dans nos grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso?
Alors, les lotissements dans les grandes villes comme Bobo et Ouagadougou, est-ce que les lotissements sont possibles? Si vous prenez la géographie de Ouagadougou, vous allez vous rendre compte que Ouagadougou est déjà à la limite de ses frontières en termes d'arrondissement. Si vous prenez l'est ou l'ouest, vous allez voir que l'étalement de Ouagadougou en fait frontière déjà avec Komsilga, Koubri, Samba, Pabré, Zignaré. Donc, l'extension des lotissements à Ouagadougou, c'est clair, il ne faut pas se fermer les yeux. C'est une contrainte majeure pour la commune de Ouagadougou. Et si la commune de Ouagadougou, par exemple, veut rester dans ses limites communales, à mon avis, elle risque de ne pas avoir de terre pour pouvoir faire des lotissements. Donc c'est clair, je crois que c'est la raison pour laquelle on réfléchit en Grand Ouaga, voilà, pour intégrer les communes qui sont à proximité de Ouagadougou dans un grand programme très cohérent qui prend en compte les préoccupations de développement de Ouagadougou, mais aussi des communes environnantes, et ce qui va permettre à la commune de Ouaga de bénéficier des ressources foncières pour certains grands travaux. Donc la question foncière, elle est fondamentale, comme je l'ai dit. C'est le support de toute activité de développement, et je crois que chacun des programmes présidentiels devrait prévoir quand même une attention particulière. Le Burkina, c'est un pays rural, il faut l'accepter et en tenir compte. La politique de logement à Blassé, il en parle, même si c'est de façon très familique, mais ça reste une question essentielle. On l'a vu sous le quinquennat qui s'achève, le programme 40 000 logements sociaux décriés par-ci, par-là, la politique, la mise en œuvre, il y a eu beaucoup de difficultés. Oui. Et finalement, on se demande quelle politique de logement. En même temps, on a vu aussi qu'aujourd'hui, le travail des sociétés immobilières aussi est aussi dénoncé, décrié. Oui. Et finalement, quelle politique c'est? Oui, c'est vrai, la politique de logement actuelle, elle est assez compliquée. On a une politique nationale de logement, c'est clair. Il y a les instruments qui permettent de mettre en œuvre cette politique de logement. On a les structures publiques. Les structures publiques sont la Sonatur et le CGC, qui sont les bras armés du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour la mise en œuvre de la politique de logement. Le secteur privé est associé à travers les entreprises, les sociétés de promotion immobilière. Alors, pourquoi il y a encore des limites actuellement? Comme je l'ai dit dans la précédente émission, il y a le fait que les gens confondent l'accès au logement avec l'accès à la propriété. Ça, c'est un premier point. Tant que chacun va vouloir avoir une propriété foncière pour dire qu'il est un logement décent, c'est compliqué. Parce qu'on va assister toujours à un étalement et on n'aura jamais suffisamment de parcelles bâties pour toute la population. Le deuxième frein majeur qui fait que l'accès au logement devient difficile, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des logements dits sociaux, on a des logements économiques, mais objectivement, quand on continue, on raisonne, ces logements sont toujours au-dessus de la capacité financière du plus grand nombre de Burkinabés. C'est vrai, le logement social au coût actuel, quand on s'accorde pour discuter avec les techniciens, il ne reflète pas son coût réel. C'est-à-dire le logement social, lorsque vous l'achetez, il coûte bien plus cher. Parce que comme on le dit, c'est le coût qui est social, ce n'est pas le logement qui est social. Parce qu'en réalité, pour pouvoir vendre le logement à ce prix, l'État a dû accorder des exonérations fiscales aux entreprises qui leur permettent d'offrir ce logement à ce coût. Et donc, tant que cette question de pouvoir d'achat des Burkinabés ne va pas être réglée, il y aura toujours des difficultés d'accès au logement décent. Ensuite, autre difficulté majeure, c'est la forme de financement actuellement du logement. Parce qu'avec les promoteurs privés, comme peut-être que vous ne le savez pas, lorsque vous allez souscrire à un logement, on vous demande de verser un certain pourcentage. Et le reste, vous vous tournez vers une banque qui garantit votre solvabilité, c'est-à-dire qui garantit le recouvrement du reste de la dette du logement. Alors, quand vous imaginez que beaucoup de Burkinabés qui ont un revenu, ils sont souvent endettés ou ont d'autres engagements ailleurs, lorsqu'on vous demande de mobiliser un certain pourcentage auquel vous n'avez pas accès, ça limite votre capacité d'accès au logement. Ensuite, il faut que la banque accepte de vous soutenir pour le reste de l'acompte à payer plusieurs années. Et donc, ce mécanisme-là, si on ne le revoit pas pour que ça puisse être accessible à ceux qui ont besoin de logement, il est clair qu'on aura les promoteurs immobiliers, mais on aura les logements, mais les gens ne pourront pas avoir accès parce que financièrement, ils ne sont pas encore aptes à pouvoir acquérir ces logements.
Donc il y a encore des réflexions à avoir. Quel mécanisme mettre en place pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès au logement dans la durée sans être déséquilibré financièrement, parce qu'il faut se loger, mais en même temps, il y a les autres charges courantes de la vie. Tout à fait. Il faut manger, il faut scolariser les enfants, il faut se déplacer. Donc, il faut concilier tous ces facteurs. Oui, parce qu'il y a ce paradoxe-là. Ouagadougou n'est pas plus peuplé qu'Abidjan, mais la terre est encore moins chère à Abidjan qu'à Ouagadougou. Oui, c'est un paradoxe. Je cherche depuis des années à comprendre pourquoi la terre coûte plus cher à Ouagadougou qu'à Abidjan. Même souvent, des zones de Dakar, souvent, d'accord qu'on dit que c'est une ville très chère. Je vois souvent des zones où les parcelles sont moins chères qu'à Ouagadougou. Alors donc, du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que les parcelles sont chères à Ouagadougou? Bon, je sais qu'il y a une explication culturelle. La première explication qui est culturelle, c'est que le Burkinabé veut avoir sa propre maison. Veut avoir sa propre maison. C'est-à-dire que tu le vois, même s'il est à mobilette, même s'il est à pied, s'il a un logement chez lui, il est réalisé. Et donc, cette dimension culturelle fait que chacun cherchant à avoir une parcelle, la pression, elle est forte. Et si la pression est forte et qu'il y a moins de parcelles disponibles que de demandeurs, il est clair que les coûts vont être plus chers. Maintenant, l'autre raison, c'est peut-être l'environnement économique. Alors, est-ce qu'avec les crises que nous vivons, l'environnement économique a changé? Théoriquement, quand on est dans une période où l'économie n'est pas bonne, le prix des biens doit chuter, mais paradoxalement, le prix des parcelles n'a pas chuté. Donc, il y a un facteur qui ne peut pas être expliqué dans l'économie formelle, dans l'économie sur laquelle les économistes s'accordent pour apprécier les choses. Je pense que c'est une réalité. Ouagadougou est cher, je le dis quand les gens m'interrogent, mais on n'arrive pas à avoir une explication économique rationnelle actuellement. Voilà. D'accord. C'est vrai que de l'autre côté, il y a cette culture aussi des HLM, et cette culture donc de la location en ville, mais on préfère construire au village, par exemple. Voilà, exactement. Ouais. Oh, oui. Ici, les HLM ne sont pas développés. Et comme je le dis, même culturellement, il va falloir franchir des barrières. Bon, j'espère qu'on va y arriver, parce que comme on le dit, souvent les gens n'ont pas le choix. Lorsque la ressource foncière va être très rare à Ouagadougou et que les gens n'auront plus de choix alors que la population augmente, c'est les constructions en hauteur qui vont être privilégiées. C'est aussi renforcer le vivre ensemble, voilà, que de vivre ça va densifier, dans des appartements. Voilà, ça va densifier l'occupation de l'espace urbain. D'accord. Merci, M. Basile Darga. On parle à présent de sécurité avec Mahamadou Savadogo. Ablassé Ouedraogo, ancien chef de la diplomatie, il a fait aussi de la médiation. Qu'est-ce qu'il dit sur ces questions de sécurité? Merci. Et moi, je dirais que j'ai lu un discours, pas un programme. Donc, ce qu'on peut tirer de ce discours sur les questions sécuritaires, sur les questions sécuritaires sur le plan international aussi, c'est qu'il fait de la question sécuritaire le deuxième point de ses 5 engagements. Donc, il dit que, dans son discours, il dit qu'il est temps de retrousser les manches pour travailler ensemble, pour honorer toutes les victimes et mettre fin aux conséquences insoutenables de l'instabilité. Ça veut dire qu'ici, il a quand même fait un diagnostic. Et donc, il part du postulat que nous sommes dans une situation assez périlleuse. Donc, il est important que nous allons ensemble, c'est-à-dire que nous nous réconcilions et que nous affrontons la menace ensemble. Je pense que s'il développait un peu ce concept, ça allait être vraiment très bien. C'est comme plus loin, il a développé, en conclusion de son discours, il a développé le concept du Bunkildim. Le Bunkildim, c'est un concept qui en même temps, et dans la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre l'extrémisme violent, un facteur de résilience. Ça veut dire que nous devons nous sentir tous burkinabés. Et donc, nous devons nous sentir appartenir à la même nation, à cette même nation. Patriotique. Voilà, la fibre patriotique. Et comme je l'ai dit dans mes précédents commentaires, et pour les autres candidats, c'est cette fibre patriotique que Thomas Sankara a réveillée pour nous permettre un peu, pour réussir sa révolution. Et effectivement, dans les confins du Burkina,
Et cette fibre patriotique est en train de s'effriter, pour plusieurs raisons. Parce que les populations sont frustrées, parce que les populations se sentent de plus en plus abandonnées par l'État central. Et donc, du coup, les populations ne se sentent plus burkinabés, ne se sentent plus considérées comme des burkinabés. Et je raconte rapidement une anecdote. Et je suis allé un peu au-delà de Guibo une fois en 2017. J'ai rencontré un vieux pour qu'il m'explique pourquoi tout le village avait déserté ou bien avait basculé dans l'extrémisme violent. Il m'a fait comprendre il m'a d'abord demandé, mon fils, est-ce que vous êtes un Burkinabé? J'ai dit, bien sûr, je suis un Burkinabé. Est-ce que je ne ressemble pas à un Burkinabé? Il dit, si, mais est-ce que vous pouvez me prouver que vous êtes un Burkinabé? J'ai dit, oui. Fièrement, j'ai enlevé ma carte d'identité Burkinabé et je le lui ai présenté. Et quand il a vu ça, il a ri. Il m'a dit, tu vois, moi, je ne peux pas te présenter ma carte d'identité Burkinabé, je n'en ai pas. Et tous mes petits-enfants qui sont là à côté, personne n'a un acte de naissance. Est-ce que tu penses que je peux me sentir burkinabé? Parce que l'administration n'est pas là-bas. Oui, il n'y a plus d'administration. Il n'y avait rien. Il n'y avait que lui et sa famille et puis les autres voisins. Il dit qu'il a tenté à plusieurs reprises de sortir de son village pour s'octroyer et pour se mettre à jour et aussi déclarer ses enfants. Mais il s'est fait arrêter une ou deux fois parce qu'il n'avait pas de pièces. Il a beau expliquer qu'il devait aller chercher une pièce. Il a compris que s'il insistait, il allait finir par perdre la vie parce que c'est vraiment un sésame important. Donc il m'a dit non, lui, il ne se sent pas burkinabé tant qu'il ne va pas avoir la preuve qu'il est burkinabé, tant que ses enfants ne vont pas avoir la preuve qu'ils sont burkinabés, il ne se sent pas burkinabé. C'est pour dire que ce sentiment-là ne doit pas être un mot. L'État doit le faire dans les actes et dans la manière d'agir. Donc je pense que c'est sur ça qu'il veut agir en touchant le maximum de population. Et aussi, il a parlé de restaurer courageusement la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et donc, quand il parle de courageusement, et comme ça n'a pas été détaillé, comme ça a été juste, je pense qu'on peut en interpréter, on ne peut qu'interpréter ce qu'il a dit. Et je pense que quand il dit courageusement et restaurer la paix, et on peut penser peut-être à rentrer en contact avec les groupes terroristes, négocier, ou bien aussi on peut penser à réveiller encore cette fibre patriotique pour impliquer tout le monde dans la lutte contre le terrorisme. Il a rétabli l'État dans ces zones. L'État dans ces zones. Qui se sont abandonnés. Voilà, absolument. Parce que l'État, pour lui, l'État, il fait le bilan que l'État a carrément reculé, l'État a disparu. Donc, il est nécessaire que l'État réapparaisse. Mais on a l'impression que dans sa politique, ils font tout sur la population, ils font tout sur le vivre ensemble, la paix et la réconciliation. Mais je suis un peu la campagne, je suis un peu ces mouvements. Et ça m'a un peu étonné que le docteur ne soit pas allé. D'ailleurs, je n'ai même pas vu, aucun candidat d'ailleurs n'est allé vers les forces de défense et de sécurité pour leur apporter leur soutien parce que c'est quand même des électeurs aussi. Hein. Et donc, oui. Il y a des voix dans les casernes. Oui. Et aujourd'hui, nous assistons à un drame. Et donc, on a eu près de 14 personnels des forces de défense et de sécurité qui ont été fauchés. L'attaque de Tinapos. Voilà. Et donc, il est clair que si les candidats, donc Ablassé qui aime être proche du peuple, si peut-être il se rapprochait de ces forces de défense et de sécurité pour un soutien, je pense que ça l'aide bien et en même temps décliner son programme. Et au moins, c'est à eux, comme il le garde jalousement, peut-être qu'à eux, il pourra décliner son programme, son plan, sa stratégie, et donc de mise en œuvre. Et donc, c'est ce que je pense de son discours, plutôt. Ouais. Un discours donc surtout orienté réconciliation, paix, mais derrière, ça suppose que c'est le soubassement qui devrait permettre aussi d'aller vers les autres priorités comme la sécurité, ou la sécurité devrait pouvoir permettre d'aller vers la réconciliation. C'est vice-versa. Oui, vice-versa. Ça dépend de comment il l'appréhende. Voilà. Mais apparemment, pour lui, on doit aller d'abord vers le renforcement de l'unité nationale, donc la réconciliation. Et du coup, ça va nous amener vers la paix et la sécurisation du Être soudé pour pouvoir affronter le problème. Oui,
être soudés pour pouvoir affronter le problème sécuritaire. Je crois aussi que c'est cette stratégie qu'avait utilisée l'Algérie à son temps pour pouvoir venir à bout des milices extrémistes. Et donc, effectivement, lorsque l'âme de la nation se lève, lorsque le peuple se lève, et effectivement, il y a de fortes chances que nous puissions faire basculer la balance vers notre côté. Merci, Monsieur Savadogo. On termine avec les questions du gouvernement. Siaka Koulibaly, qu'est-ce que Ablassé Ouedraogo nous dit, nous offre à ce niveau sur ces questions de gouvernance politique, vertueuse, lutte contre la corruption, l'exemplarité? Pendant tout le quinquennat, il a suffisamment critiqué le régime en place. Oui. Ablassé Ouedraogo, donc candidat à l'élection présidentielle, intitule son programme les 3 B. Ensemble, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso, donc 3 B. C'est le titre de son programme. Et il faut dire que le ton utilisé par Dr Ablassé Ouedraogo est assez surprenant parce que quand on connaît l'acteur, il a des interventions publiques assez virulentes. Généralement, il décrit la situation au vitriol, comme on dit. Et curieusement, dans son programme ici, il a un ton totalement différent de ce qu'il a l'habitude d'avoir comme positionnement dans les interventions publiques. Peut-être parce qu'il s'approche de Kossiab. Bon, on peut le supposer. Et en termes de diagnostic, pour illustrer le constat que j'ai fait, en termes de diagnostic, ils disent simplement aujourd'hui, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Ce qui est assez étonnant, lorsqu'on sait quelle est la vigueur avec laquelle Ablassé Ouedraogo décrit donc la situation du pays. Et c'est sur la base donc de ce petit diagnostic qu'il fait un certain nombre de propositions quand même il faut retenir. Et pour l'aspect de la gouvernance politique, naturellement, il propose encore cette réconciliation. Comme on le sait, pendant tous les 5 ans, il a fait partie d'un groupe qui a proposé la réconciliation. La CODER, justement. La CODER, donc, qu'il a aussi présidé à un moment donné. Vision, la justice transitionnelle. Donc, c'est tout à fait normal qu'il revienne là-dessus. Et il qualifie cette réconciliation nationale d'inclusive, de sincère et d'ouverte. Donc, il donne ces qualifications. À la seule différence qu'ici, même en deçà de ce qu'ils ont fait comme travail à la CODER, il ne va pas plus loin que ça. Il ne donne pas de mécanismes, il ne donne pas de calendrier, etc., sur la façon de réaliser cette réconciliation nationale. Il dit aussi qu'il faut travailler à replacer positivement le Burkina Faso sur la scène internationale. Donc c'est facile à justifier, dans la mesure où il a été ancien patron de la diplomatie et aussi acteur représentant le pays dans les institutions internationales. Donc il est assez versé dans cette dimension internationale. Il justifie cela en disant que le rayonnement international de notre pays lui permettra de tirer grandement profit des partenariats et de l'intégration africaine. Donc ici, il parle un peu en connaissance des causes d'un domaine qu'il connaît bien. Il évoque aussi une idée assez intéressante, l'idée de la nouvelle République. Donc pour lui, il faut refonder l'État, il faut refonder la République. Et cette nouvelle République doit avoir des institutions équilibrées et complémentaires. Mais il ne parle pas de 5e République, il parle plutôt de nouvelle République. Il ne parle pas de 5e République, il parle d'une nouvelle République qui doit être basée sur la séparation effective des pouvoirs et sur un État réellement décentralisé avec des collectivités, il fait le lapsus ici, de collectivités locales fortes et des pôles de développement cohérents. Donc ce sont des grands principes que Ablassé Ouedraogo développe et qui ont certainement besoin d'être précisés à travers des mesures et des propositions concrètes permettant de voir qu'est-ce qu'il entend concrètement par cela. Il dit que le développement, c'est une option, sera entrepris de la base au sommet, c'est-à-dire à partir des villages pour remonter dans les villes, et ce, dans un environnement stable et sécuritaire restauré.
Donc, en fait, il met ensemble les grandes idées dans des propositions, des grandes propositions comme ça, dans lesquelles on retrouve des éléments qui peuvent être développés par la suite. Donc, comme l'ont dit les experts précédents, c'est un résumé, un condensé des grandes idées que Ablassé proposait, veut soumettre à l'attention des électeurs. Et comme on le sait, il est dans la stratégie de la campagne électorale de proximité. On l'a vu se déplacer dans des groupes au sein des quartiers. Dans des grandes étés. Très certainement, il est obligé là-bas d'expliciter les éléments concrètement, parce que ce public-là n'est pas du tout dans l'intellectualisme, ne comprendrait même pas un peu ce qu'il veut dire dans son programme. Donc, très certainement, sur le terrain, il explique. Si on prend cette question la question du logement, la question foncière, lorsqu'il sera dans les non-lotis, Ablassé Ouedraogo, il sera bien obligé d'expliquer comment il compte gérer donc les non-lotis et la question de l'attribution des parcelles, à un moment où la politique du logement à travers les sociétés immobilières a fait beaucoup de dégâts. On a vu les manifestations qui se sont déroulées. Donc là, il est obligé d'expliquer. Il est également obligé d'expliquer la sécurité, qu'est-ce qu'il entend par quelle politique il propose, disons, pour régler la question de la sécurité. Et la réconciliation, il doit être plus détaillé là-dessus. Donc, il a certainement proposé ces documents pour servir d'aide-mémoire pour ceux qui essaient de comprendre sa démarche. Mais là, Il ne parle pas particulièrement de lutte contre la corruption ou non, il n'évoque pas ça. d'exemplarité dans la gestion des affaires publiques. Il parle de l'exemplarité en termes donc de nouvelle république restaurée, avec des institutions équilibrées et complémentaires. Et là, les grands principes donc de la gestion de l'État ressortent pour dire que effectivement, il faut inscrire cette démarche nouvelle de l'État dans une vision morale qui soit conforme aux droits, aux grands instruments, la Constitution et les lois, etc. etc. Mais comme on l'a dit ici, il faut rechercher les éléments de détail, les propositions et les mesures qui peuvent ressortir donc des engagements que Ablassé Ouedraogo prend. Le reste, on verra peut-être les détails dans ces différentes sorties en meeting ou en campagne de proximité. Exactement. On attendra de voir. Merci, Siaka Koulibaly. Voilà, ça sera tout pour ce programme au scanner avec le programme de Ablassé Ouedraogo de Le Faso Autrement au menu. Merci donc aux experts d'être passés dans ce numéro. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.